Mais voilà, on peut dire que c'était donc la troisième partie que Théo était en train de réaliser quand il est mort. C'était donc le XXe siècle, ça se passait en Grèce et c'était avec la crise grecque. C'était un film qui se tournait en numérique. C'était encore quelque chose de très différent. Et c'est vrai que cette partie-là que vous avez vue sur cet idéal communiste, sur ça a été vraiment une partie importante de la vie de Théo, en tout cas. Et avec effectivement de voir des gens qui réagissent complètement différents. Soit il y a des survivants, comme mon personnage, qui arrivent par l'amour ou par voilà, traverser ça, et d'autres comme Bruno Ganz qui sont complètement coulés par, voilà, par le désespoir, par tant de tragédies. Et c'est vrai que la tragédie, on peut dire que c'est vraiment, quand même, Théo est grec, et vraiment la tragédie, ça fait partie de son histoire, enfin ça fait partie de sa façon de raconter les histoires. Je trouve que dans ces films, on sent vraiment le cœur, on sent l'histoire qui vient, qui écrase tout, et des personnages qui essayent de se débattre à travers une histoire qui est beaucoup plus forte qu'eux. Ce sont des films souvent épiques, et c'est vrai que les personnages ont une histoire, mais la grande histoire autour d'eux est chaque fois plus forte, et les balades d'un côté à l'autre. Et c'est vrai que j'aurais envie de dire une chose, c'est que travailler avec Angelopoulos, ça a été pour moi très nouveau. J'avais travaillé avec Antonioni, qui était un grand maître aussi, et que Angelopoulos admirait énormément, et qui avait commencé à faire ces très très longs plans séquences aussi d'un quart d'heure. Pour Théo, c'est vrai que les plans se répétaient parfois pendant une journée. C'est-à-dire qu'il y a des plans, comme vous avez vu le plan du tram, c'est un plan, par exemple, qui s'est répété pendant une journée, où il fallait que le tram avance, et puis la foule arrive, et puis la statue soit là, et puis il fallait que la lumière soit parfaite, parce que dans les films de Théo, il n'y a jamais de soleil. Donc les jours où il y a soleil, on ne tourne pas. Voilà, c'est comme ça. Pour quelqu'un qui vient de Grèce, voilà, où c'est le pays du soleil, voilà, il a fait paysage dans le brouillard, enfin, c'est quelqu'un qui ne voulait jamais de soleil. Et la lumière était très importante pour lui. Et comment dire, des plans, il y a tellement de plans que vous avez vus dans ce film qui ont été répétés pendant une journée entière. Et le lendemain, on ne tournait qu'un plan, si on y arrivait. Et ce plan pouvait durer 10 minutes. Et du coup, on faisait très peu de prises. Parce que c'était tellement compliqué à réaliser ce plan qu'une ou deux prises, c'était le maximum. Et c'est vrai que du coup, le montage des films de Théo se passait assez rapidement, puisque effectivement, il faisait des très longs plans séquences, il n'y avait pas un montage ensuite de champ contre champ, ça ne se passait pas. Mais pour un acteur, la difficulté, effectivement, c'était de s'insérer dans cette espèce de symphonie immense qu'est toute l'histoire, qu'est cette histoire avec un grand H qui vient entourer ces personnages. Et il fallait vraiment, comment dire, être sur le coup, juste sur le moment où tout d'un coup la caméra passait, et puis c'était le moment d'une grande séparation, puis la caméra s'en allait, et puis c'était la foule, et puis c'était ceci, et puis cela. Et c'est vrai que la façon de diriger de Théo Angelopoulos, c'était surtout sur une certaine intensité. C'était pas quelqu'un qui allait s'intéresser à une direction d'acteur de façon plus, comment dire, en détail. Lui, ce qui l'intéressait, c'était une intensité de jeu, une intensité... quand je disais qu'il vient de la tragédie, souvent, avant une scène, il me disait, écoute Irène, je crois que dans cette scène-là, j'aimerais bien que tu sois presque... Même il me disait toujours la même phrase, au bord des larmes. Mais je ne savais pas que c'était la même chose, et il me le disait comme si c'était la première fois. Et donc, vraiment, c'est juste pour dire que pour lui, l'intensité d'un acteur, c'était plus ça qu'il attendait que, voilà, une espèce d'habitation, de toute une histoire. Alors évidemment, de tourner là-bas, c'était pas facile. On a eu des scènes dans le froid à -30, on a eu il y avait du vent, c'était la nuit, c'était la Russie. Et en Russie, un grand réalisateur russe m'avait dit, en Russie, tout est imprévisible, même le passé.
Et c'est vrai qu'on avait prévu de tourner sur ce pont, mais tout d'un coup, on n'avait plus l'autorisation. Ah, zut, alors on attendait 2-3 jours dans cet hôtel, qui était un tout petit hôtel quelque part perdu dans la toundra. Et puis, au bout d'un moment, il y avait un coup de fil de Nikita Mikhalkov, et ah oui, voilà, ben, on va pouvoir tourner sur le pont. Ben, tout était comme ça, on ne savait jamais ce qui allait vraiment se passer. Comme disait Jérôme tout à l'heure, le tournage a commencé par 3 jours où on a attendu de pouvoir tourner, sans savoir si on allait pouvoir tourner. Je ne me souviens plus pourquoi d'ailleurs. Mais... Des histoires de météo, des histoires d'organisation. Oui, c'est ça. Cette espèce d'inquiétude faisait vraiment toujours partie du tournage. On ne savait jamais si on allait pouvoir faire le plan, etc. Et combien de fois, moi j'ai entendu, après une longue journée d'attente, Irène, dépêche-toi, on va avoir le temps que pour un plan. Voilà. Donc il fallait que ce plan soit réussi parce que voilà. Et ce plan, ça comportait voilà, les CRS et puis ensuite tout ce que vous avez vu. Alors, voilà, c'était une façon de tourner vraiment particulière, très intense, mais avec des plans qui étaient vraiment des symphonies, quoi, dans lesquelles il fallait pouvoir s'insérer. Et alors, c'est vrai que moi, je jouais un personnage qui passait de 20 ans à 80, mais Théo m'avait dit « Oh, je ne cherche pas à faire des films réalistes. » Moi, j'ai besoin de poésie dans un film. Si on te met une perruque blanche, ça suffira. Et puis, pas besoin de faire 4 heures de maquillage, parce que bon, peu importe finalement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Willem Dafoe, qui est la personne qui raconte cette histoire, qui est le réalisateur, lui, n'est jamais maquillé. Il traverse tout le film avec le même âge, en fait. Et donc, quand moi, je suis sa mère à 40 ans et que je le retrouve à 40 ans, bon, ben voilà. Tout ça, c'est un peu... c'est pas facile, je veux dire, pour le spectateur. Il faut se repérer à travers, effectivement, ces décalages. On n'est pas dans un réalisme du tout. Et d'ailleurs, avec Willem Dafoe, c'était la première scène qu'on a eu à tourner, où on se retrouvait, et on se serrait, et voilà, on s'était pas vu depuis si longtemps. Et je devais jouer sa mère, alors que... Enfin, mais c'est vrai que... Il y avait des scènes où tout d'un coup je devais aller au passé, il fallait changer la perruque, et puis Théo disait oh, tant pis pour la perruque, c'est pas grave. Enfin, l'idée pour lui, c'était tellement pas un film réaliste. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était une certaine poésie, une certaine écriture, vocabulaire de ces images-là. Et puis, il y a plein de choses aussi qui sont des références à des choses qui l'ont beaucoup touché. Ne sont pas des références faciles à comprendre aussi, mais quand je dis j'envoie mes lettres, par exemple, quand mon rôle dit j'envoie mes lettres et je les pose sur les rails en espérant que peut-être un train va te les apporter, bon, c'était quelque chose qui se faisait souvent dans ces périodes de détention, que les prisonniers posaient des lettres sur les trains, mais ils pensaient aussi à une poétesse qui s'appelle Anna Akhmatova, qui était devenue aussi une poétesse qui est partie en asile psychiatrique et qui envoyait ses poèmes en petits bouts de papier comme ça par la fenêtre. On la voit. À un moment, il y a Bruno Ganz qui dit « Qu'est-ce qu'elle disait, cette poétesse, déjà ?» Enfin, voilà. Il y a beaucoup de références comme ça qui sont comme des références que Théo mettait dans le film, qui ne sont pas forcément des références qu'on peut comprendre, mais qui font que tout d'un coup, ce film devient presque un rêve que lui fait en tant que réalisateur, d'aller dans un passé, de retrouver des gens qui se sont débattus, qui ont lancé des signes, qui ont espéré être voilà, reçus et, voilà, à travers tout l'océan de l'histoire. Jérôme, tu veux dire quelque chose? Des questions? Ouais, des questions? Vous avez aussi joué dans le dernier film d'un autre grand réalisateur européen qui est Kieślowski pour Trois Rouges. Je voulais vous demander comment vous pourriez comparer ces deux expériences, ces deux derniers films. Qu'est-ce qu'elles ont de similaire et comment vous avez appréhendé ces deux expériences? Alors, similaire, rien du tout, je dirais vraiment. Et pourtant, c'est vrai qu'Angelopoulos m'avait rencontré parce qu'il avait vu des films de Kieślowski qu'il admirait beaucoup. Mais c'est vrai qu'ils avaient deux façons de tourner complètement différentes, puisque Kieślowski, c'était vraiment un microscope, venir à l'intérieur des personnages, savoir ce qu'ils ressentent, être vraiment tout proche d'eux, une caméra très proche des personnages, beaucoup de montage, beaucoup d'angles, et le montage était très important dans les films de Kieślowski. Or, dans les films de Théo, la caméra est toujours très grand angle, et ces personnages se débattent dans une histoire où tout d'un coup, on les voit apparaître, et puis voilà, et déjà ils sont séparés, déjà on les quitte,
Et donc, c'était des façons de tourner très différentes. La seule chose, effectivement, que je pourrais retrouver, c'était cette question d'intensité, en tout cas, qui était importante pour les deux. Vous venez de parler, à l'instant, là, de rêves de réalisateurs et de références. Moi, j'avais envie de vous parler de rêves de spectateurs, ouais. Et d'autres références auxquelles le film renvoie. C'est vrai que forcément on pense aux Ailes du désir de Wenders, et puis à la deuxième partie, Far Away So Close, Si loin si proche de Wenders. On pense aussi bien sûr à La double vie de Véronique. On aurait presque envie de monter un autre film à partir de ces films-là. Il y a une autre référence, moi, qui m'a un peu sauté aux yeux, parce que c'est un film auquel j'attache beaucoup d'importance, qui est un précédent film d'Angelopoulos. Au tout début, on voit Willem Dafoe qui observe une bobine, et on pense, enfin en tout cas moi j'ai pensé, au regard d'Ulysse. Ouais. Alors est-ce que c'est un clin d'œil délibéré, ou c'est moi qui travaille peu? Alors ça, effectivement, d'un film à l'autre, enfin, je veux dire, il y a beaucoup... Là, et par ailleurs, juste une question qui vous serait peut-être plus adressée, on a l'impression que la Mittel Europa, enfin, cette géographie et cette histoire, c'est quelque chose qui compte pour vous, en tout cas, ou qui vous amène à... Enfin, il y a plusieurs films dans lesquels vous jouez qui se passent à cet endroit-là et à ce moment-là, et donc savoir quel écho ça peut avoir pour vous. Cette question, je réponds à celui qui se lit finalement. Bah, c'est vrai que moi j'ai commencé. Bon, c'est vrai qu'un des premiers films qui a été marquant pour moi dans La double vie de Véronique, où je jouais une polonaise, c'est vrai qu'ensuite j'ai été assez vite identifiée comme une polonaise. Puis j'ai joué avec un réalisateur russe qui s'appelle Varyazanov, une russe aussi. Et moi, c'est vrai que, comment dire, cet aspect-là m'a parlé aussi, c'est vrai. Et puis quand j'ai ensuite, bon, j'ai travaillé aussi beaucoup avec des anglo-saxons. Mais quand Théo m'a rencontré, il m'a dit, toi, tu pourrais tout à fait être grec. Ah bon? J'avais pensé ça. Il m'a dit, mais oui, t'es un type méditerranéen, toi. Et là, finalement, je me dis, finalement, on est un peu, voilà, les acteurs, on est un peu caméléons, quoi. Mais c'est sûr que quand on se trouve au milieu de nulle part, comme ça, en Sibérie ou en Oural, enfin, je veux dire, c'est quand même... oui, c'est incroyable. Enfin, j'ai été touchée, c'est vrai, par ces lieux et puis l'histoire que j'ai traversée. Juste deux mots sur les échos dont vous parliez, et qui en fait, d'une certaine manière, raccordent aussi avec ce que vient de dire Irène Jacob. C'est-à-dire que c'est vrai que Théo est d'abord un cinéaste européen, et c'est un cinéaste du cinéma de la modernité européenne. Oui, bien sûr que vous reconnaissez le Bruno Ganz des Ailes du désir, et que de manière évidente, c'est ce Bruno Ganz auquel il songe, bien sûr pas celui d'Hitler, hein. Mais c'est aussi derrière le Bruno Ganz des Ailes du désir, l'acteur de théâtre, et puis aussi toute la poésie de langue allemande que Théo lit de manière extrêmement profonde, intime, et qui apparaît évidemment dans Le regard d'Ulysse. Et quand vous disiez Willem Dafoe à propos du regard d'Ulysse, où ce n'est pas du tout Willem Dafoe, mais c'est Harvey Keitel, et qu'en fait le Willem Dafoe joue le rôle, exactement le personnage de Giulio Brocci dans Voyage à Cythère, donc un autre film d'Angelopoulos de 84, vous vous rendez compte qu'en fait c'est une certaine idée de l'Europe, et peut-être une certaine idée aussi de ce que c'est qu'être acteur dans le cinéma européen, qui se joue au travers de ces ressemblances. C'est-à-dire qu'il a européanisé deux Américains, Willem Dafoe et Harvey Keitel. Il en a fait ce qu'ils sont, d'une certaine manière, en tout cas c'est vrai de Harvey Keitel, des descendants de l'Europe. C'est-à-dire qu'il est allé chercher chez Harvey Keitel ce qui résonnait, bon, puisque Harvey Keitel est en partie juif, on va dire, ce qui résonnait avec l'ancien monde, ce qui était encore dans le corps de Keitel, l'ancien monde. Quand on dit que le cinéma d'Angelopoulos charrie l'histoire du monde, enfin il le dit lui-même d'ailleurs, charrie l'histoire du monde au travers d'une histoire de l'Europe, donc une Europe qui va des steppes d'Asie centrale, évidemment, jusqu'à l'Atlantique. Eh bien, il va le chercher, y compris chez ses descendants d'émigrants
qui travaille aux États-Unis et qu'il va chercher et qui travaille volontiers avec lui, enfin volontairement avec lui. Voilà. Y compris à travers le personnage d'Eleni, qu'on retrouve, enfin qui est une récurrence avec aussi. ce motif qui est le motif de notre histoire européenne, c'est-à-dire l'utopie communiste. Ce n'est pas une affaire russe, l'utopie communiste, c'est notre histoire. Mais peut-être qu'on pourrait justement donner la parole à Jérôme qui, lui, a travaillé sur le son, et en particulier donc, dans les séquences tournées en Russie. Je pense qu'il aurait des choses intéressantes à nous raconter sur ce tournage. Enfin, c'est un point de vue, pour le coup, qui est peut-être un peu plus technique, mais c'est vrai qu'on en reparlait avec Irène. Moi, c'est quelqu'un qui m'a très impressionné par son engagement artistique, on va dire, qui, je pense aussi, était quelque chose qui... voilà, il était à la fois producteur et réalisateur de son propre film. Et donc, c'est une situation qui est relativement rare et qui permet notamment de décider de tourner ou pas à certains moments. Et par exemple, c'est vrai que moi, ça m'est pas arrivé dans ma carrière d'ingé son de me retrouver face à des réalisateurs qui disent non, effectivement, comme disait Irène, il y a du soleil, on va pas tourner. Aujourd'hui, on va vaguement répéter, mais on verra demain. Et quand il est 8 h du matin, que tout le monde est là, que tout le staff est prêt à tourner, et que finalement on dit qu'on tournera demain, on se dit c'est quand même assez étrange. Et puis quand le lendemain c'est pareil, et que finalement on finit par tourner 4 jours après, on se dit c'est bizarre. Sauf que le 4e jour, quand tout d'un coup Théo dit ok, on va tourner maintenant, on se rend compte qu'au moment où il décide de tourner, c'est fantastique. Et que ça donne des plans qui sont incroyables, comme le plan de la montée des escaliers en zigzag, où voilà, on a attendu très très longtemps qu'il y ait la bonne lumière, le bon nuage, la bonne neige, et qu'au moment où on a tourné, on se disait, ouais, là on fait du cinéma. Et finalement, ça c'est quand même assez rare, et voilà, moi en tant que technicien en tout cas, puisque voilà, je peux apporter que ce témoignage-là, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui pour moi restera comme voilà, un film aussi très important pour cet engagement de ce réalisateur pour le cinéma, vraiment, avec un grand C, si on peut dire. Voilà, ce que moi je peux apporter en tout cas comme témoignage. C'est vrai que comme en un jour on pouvait faire un quart d'heure rapidement, quoi, avec une prise. Oui, effectivement, moi aussi. On rattrapait vite le temps, ouais. Mais je pense que sa position à lui de producteur lui permettait vraiment d'avoir les mains totalement libres et il ne devait répondre à personne de ses exigences à lui et de dire voilà, non, moi je considère que là on peut pas tourner, donc on tournait pas. Mais c'est vrai qu'un tournage, du coup, se passait autant dans le non-tournage que dans le tournage. Exactement. Soit on tournait tout d'un coup 2 plans qui faisaient voilà, 20 minutes, voilà, c'était bon, et puis ensuite plus rien pendant un petit moment. Et ça mettait tout le monde un peu dans une certaine tension. Par exemple, moi, il y avait une scène, justement, on me disait, ah oui, dans cette scène-là, vraiment, c'est une scène très importante pour ce personnage. Elle quitte son fils, elle lui dit au revoir. On va la faire demain. Ah bon, d'accord. Et puis ensuite, non, on va la faire demain. Et ça a duré 1 mois. Pendant 1 mois, on ne l'a pas faite. Et chaque fois, il fallait la faire demain. Et du coup, chaque fois, je me disais, bon, il faut que je me prépare un peu à faire cette scène. Jamais on l'a faite, finalement. On l'a faite, voilà, autrement, quoi. Après, longtemps après. Il y a 2 questions, je crois, non, une. Je vous pose cette question en français tandis que je suis un Américain. Mais ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est que il est très spécifique au sujet de l'histoire d'amour et de famille, 3 générations, et aussi de la société au sujet de la politique. Mais qu'il y avait un autre niveau tout à fait important, naturellement, qui était la mémoire. La fonction de la mémoire pour des personnages et aussi dans la structure des films. Et je m'intéresse si M. Angelopoulos vous a parlé de l'idée de la mémoire dans la préparation de votre rôle, en tant que les autres événements spécifiques dans votre personnage. Non, ce qu'il disait, c'était vraiment que c'était des personnages qui vivaient leur passé au présent, et puis leur présent au passé. Enfin, je crois que mais c'est vrai que je l'ai entendu une fois faire une interview, et il parlait très très bien en interview. Il utilisait vraiment des très belles images, il parlait même personnellement d'une façon très profonde et qui m'avait beaucoup touchée. Mais c'était pas vraiment la façon dont il nous parlait à nous les acteurs. En fait, à nous, il s'adressait assez minimalement, je dois dire.
pour dire des choses comme ça. Oui, ben, ce sont des personnages qui vivent leur passé au présent. On l'avait vite compris, quoi, en fait, hein, c'est vrai. Mais vous avez raison que c'est un film sur la mémoire. La mémoire qui nous envahit, qui déborde et qui nous empêche de vivre pour certains, ou la mémoire qui porte et qui permet de traverser justement l'impossible. Enfin, mais vous avez raison, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que la mémoire, dans la Grèce, c'est tout, quoi, dans toutes les tragédies, dans toutes les histoires. On a toujours l'impression que tout est empreint d'un passé énorme, et un passé qui vous porte, ou un passé qui vous appesantit, et c'est vrai. Ouais. Merci bien. Merci à vous. Juste ajouter un mot sur cette question. Hein. Je pense que c'est l'ensemble des films de Theo Aggelopoulos dont la question lancinante, c'est celle justement de la mémoire. Et la mémoire, ça veut dire aussi l'oubli, la perte. Et tout son cinéma est fondé, je crois, sur ce manque. C'est-à-dire, c'est à la fois le passé dans le présent, mais c'est aussi tout ce qui est perdu du passé. C'est-à-dire le sentiment de la perte au présent en permanence. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir d'autres films ou si vous avez eu l'occasion de voir d'autres films, mais c'est vraiment, je dirais, depuis Voyage à Cythère en tout cas, une constante de l'œuvre. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions, mais il y aurait peut-être une question plus précise à poser à l'ingénieur du son que nous avons la chance d'avoir parmi nous, bien qu'il joue à « Je ne suis qu'un technicien ». Je pense que ce qui, par exemple, pour moi, a été une question. D'abord, c'est le travail du son en général dans le film, qui est quand même très particulier, je crois, et ça vaudrait peut-être la peine de le décrire. Et aussi, mais c'est vrai que, donc toi, Jérôme, tu n'as pas participé à ces séquences-là, mais pour la première fois, ou presque la première fois, il y a quelques scènes, disons, en plan rapproché. Le travail du son est donc, à mon avis, forcément différent. Je pense, en tout cas, enfin, c'est une question. Et ce serait peut-être intéressant aussi de réfléchir à ça, parce qu'au fond, c'est quoi cadrer de manière sonore un espace large? Et ce serait quoi, au contraire, le cadrer en plan rapproché sur le plan sonore? Beaucoup de questions. Moi, je ne peux pas répondre sur tout, puisque donc, moi, je n'ai participé qu'à la partie russe du film. Et globalement, la participation que j'ai eue moi était la plus discrète possible. Puisque voilà, Théo était encore une fois tout à ses comédiens, tout à son image et tout à son décor. Le son, malgré tout, était accessoire. Et voilà, il en fait des très belles choses après, mais sur le moment... Voilà, il faut qu'on capte et qu'on soit le plus présent possible en étant le plus discret, j'ai envie de dire. Donc moi, je me suis vraiment mis totalement à son service, en essayant de ramener un maximum de choses. Et notamment, voilà, pour toutes ces périodes d'attente, de report de tournage et tout ça, moi, évidemment, j'allais faire des sons seuls, des ambiances, et j'allais me balader un peu partout pour essayer de récolter un maximum de sons qui pourraient... donner vie à une bande-son qui serait voilà, dense et qui serait intéressante. Et je pense que ça lui a plu aussi. Mais pour ce qui est de ce qu'on tournait avec les comédiens et avec lui, voilà, on était à son service et on était plus en retrait qu'en avant. Voilà. En gros, ça pourrait se résumer à ça. Le son du film tel qu'il est maintenant, tel qu'on le voit, voilà, il a été forcé, voilà, il a été fabriqué après. Exactement. C'est à partir de ce moment-là où Théo était beaucoup plus attentif à, voilà, à ce qu'il pouvait faire avec ce que nous, on avait pu, moi et mon collègue, ce qu'on a pu ramener des pays où on a été et de tous les sons qu'on a pu ramener. C'est très important, voilà ce que je veux dire. Oui. Juste un mot, c'est très important que le son se fasse en post-production. Parce que ça veut dire qu'on le sculpte. Parce qu'aussi, oui, aussi, bien sûr. Mais je veux dire que le travail d'intervention définitive du cinéaste se fasse en post-production, ça veut dire que c'est le moment de la sculpture. Et que, je dirais, cette puissance au fond onirique des scènes vient aussi de ce travail du son en post-production. C'est-à-dire qu'on est effectivement très loin, on va dire, du son direct, pour dire les choses simplement. Hein.
Mais d'ailleurs, il était beaucoup plus... Enfin, voilà, je me souviens aussi d'une petite anecdote qui est rigolote. Le premier jour où on est arrivé en Russie dans ce petit hôtel que décrivait Irène, on était au bord d'un lac, parce que c'était un hôtel qui devait servir de résidence estivale à la population locale, on va dire. Et il y avait un petit lac où il y avait un tout petit mouvement d'eau avec un petit ressac comme ça qui faisait un petit flic-floc comme ça, très, très doux. Et Théo, le soir, s'est baladé autour du lac avant d'aller dîner. Et au moment de dîner, il revient vers moi et il me dit j'ai entendu le son du petit flic-flac du lac, là. Je pense que ce serait pas mal de l'enregistrer. Ça peut être assez beau pour telle séquence. Donc je lui dis bah, très bien, on fera ça demain matin sans problème. Et je me suis fait piéger moi-même, puisque le lendemain matin, étant donné les températures qui étaient excessivement négatives, le lac était entièrement gelé. Voilà. Donc ça a été un peu une surprise. Donc, et il me dit, eh ben alors comment tu vas faire et tout. Donc voilà. Plus tard dans le tournage, j'ai été récupérer un autre petit son, un petit peu comme ça, pour récupérer le son qu'il avait cherché. Mais voilà, ça c'était un des aléas, un des nombreux aléas de météo qu'on a eu sur ce tournage, où effectivement on a eu des températures qui étaient moins 10, moins 20, moins 30, et c'est effectivement pas facile de travailler dans ces conditions-là, forcément. Même sur certains détails qu'on n'imagine pas forcément. Voilà. Une question qui a un rapport indirect avec le son, au niveau des équipes d'après le générique, il y a eu au moins des Russes, des Grecs, des Allemands. Exactement. Ça comment la collaboration? Ah, c'était particulier, mais c'était assez génial. Il y avait des Russes, des Kazakhs, des Italiens, des Grecs, des Allemands, et nous. Et on avait en fait des interprètes qui permettaient de... Alors moi, mon Perchman était français, je le connaissais très bien, donc je n'avais pas de problème dans ma propre équipe. Mais par exemple, le chef électro, le chef électricien, donc qui s'occupe de tout ce qui est électrique, des projecteurs et tout ça, ces électriciens, donc ces employés directs, on va dire, étaient russes ou kazakhs. Or, lui étant italien, il n'avait pas la possibilité de communiquer avec eux, donc il y avait des interprètes. Et il y avait, voilà, par exemple, pour les Grecs qui étaient de l'équipe Image, qui étaient grecs, il y avait des interprètes pour parler effectivement aux électros. C'était très chouette, mais c'était une donnée de départ. Hein. On savait qu'on allait dans plein de pays et que c'était une coproduction européenne, et donc ça fait aussi partie de l'aventure du film, quoi. Ça, c'est très chouette. Je voudrais juste dire un petit mot sur les langues, parce que ça peut comme ça donner l'impression que c'est bon, c'est une production internationale avec donc une équipe diverse, etc. Et puis la localisation, les besoins de la production peuvent faire qu'on embauche des Kazakhs plutôt que des Grecs, etc. Et je crois que dans l'œuvre d'Angelopoulos, ça a une toute autre signification. C'est-à-dire que c'est un cinéaste grec, profondément grec, très attaché à la langue et à la poésie grecque, en particulier à celle de Séphéris. Et le travail qu'il va commencer à faire à partir du pas suspendu de la cigogne, puis après, va être justement un travail qui va se faire sur la perte de la langue. C'est-à-dire que progressivement, les héros grecs, enfin, ou les personnages grecs, par exemple Irène, deviennent incapables de parler leur propre langue, la langue de leur personnage. Et que cette perte contribue à la question que vous posiez tout à l'heure sur la mémoire, contribue à poser la question de la mémoire, lorsqu'on est dépossédé de sa langue, parce que l'acteur, évidemment, ne la parle pas. Alors, tant qu'il travaillait avec Mastroianni, il avait affaire à un acteur à qui on pouvait faire répéter de tête, simplement par cœur, sans qu'il le comprenne, des phrases en grec qui pouvaient passer pour du grec, bon, un peu avec un petit accent, mais quand même. Mais il choisit ensuite de ne plus avoir ces acteurs-là. C'est-à-dire d'avoir des acteurs qui ne pourront jamais articuler comme un grec. Et il choisit de ne pas les doubler, ce qu'il pourrait aussi faire. Autrement dit, c'est vraiment tout un travail sur la perte de la langue. C'est-à-dire, au fond, cette dissolution dans l'anglais, en fait, aussi, pense qu'il y a... Parce qu'on s'était posé la question, en fait, on s'était dit, oui, il y a des gens qui vont se demander pourquoi, finalement, on ne parle pas grec. Bon, c'est vrai, puisqu'on est grec, et même entre Spiros et Eleni, pourquoi ils ne parlent pas grec, etc. Et puis pourquoi avec... Mais finalement, il disait, mais oui, mais tout ça, c'est finalement dans le rêve de Willem Dafoe.
ce qu'on voit sur l'image, c'est finalement le rêve du réalisateur qui, lui, est américain et donc qui fait rêver ses personnages en anglais. Mais il est américain alors qu'il est grec. Oui, alors là, ensuite, Non, mais il c'est est ça, émigré, la oui, tout à fait. C'est la question. Ouais. C'est la même que pour Harvey Keitel. Ouais. Il a perdu la langue. Et c'est vrai qu'il y a une scène comme ça, justement, qui était chère à Théo, c'est la scène où tout d'un coup, ils arrivent pour écouter une musique. Et il y a un orgue qui est resté alors que c'était l'interdiction de jouer de la musique, cette musique-là. Tout d'un coup, ils entendent du Bach et c'est comme une autre langue. Là, pour le coup, ils sont saisis d'émotion parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas entendu justement du Bach et cette langue-là les saisit et les bouleverse. C'est vrai que cette fameuse scène dans les escaliers dont tu parlais, c'était dans une église. En fait, il y avait beaucoup d'églises qui avaient été transformées là-bas, soit en prison. Là où on a tourné, c'était une prison qui avait été, en fait, qui était une ancienne église qui avait été transformée en prison. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant, ces lieux-là. Mais il passait un temps, je veux dire, malgré le fait qu'il devait avoir 70 ans quand il a tourné le film, il dormait 4 heures par nuit, il allait toujours faire des repérages, il discutait avec son chef opérateur à 2 heures du matin. Enfin, c'était pas une vive d'ailleurs pour le pauvre Andreas. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un qui attachait enfin, il vivait pour son film, enfin, pour aller voyager, trouver un autre lieu. Enfin tout ça, c'était... voilà. Oui, en fait, je voulais savoir pourquoi le film ne sort que maintenant en France. Je peux peut-être dire 2 mots. Oui, et où en est... Je pense que les distributeurs vont aussi en parler. Et où en était-il dans le tournage du 3e épisode de la trilogie? Bon, ça peut-être que n'importe lequel d'entre nous pourrait répondre là-dessus, mais le film a été présenté à Berlin comment on appelle ça, hors compétition, en 2009. Donc normalement, il aurait dû faire une carrière, on va dire, de film normal. Bon, il y a eu un certain nombre de problèmes, je sais, financiers autour de la production, mais il y a eu aussi le problème de l'accueil en France du cinéma d'Angelopoulos. Je pense que Sophie Dulac fait vraiment, je dirais, fait un geste très important en distribuant ce film. Parce qu'évidemment, quand Lincoln sort dans 312 salles en France, il est évident que ce cinéma d'une telle exigence, on peut lui trouver des défauts au film, c'est pas le problème, mais il y a une exigence telle que, évidemment, ça ne lutte pas contre Lincoln. Et il y a eu effectivement du temps entre la réalisation du film, enfin sa possible sortie, et le fait que, enfin, une distributrice courageuse accepte de distribuer le film. Voilà. Quant au tournage de L'autre mer, ce que j'en sais, je n'étais pas non plus sur le tournage, mais enfin je sais 2 ou 3 choses, c'est que en réalité, d'abord le montage financier du film a été extrêmement compliqué. Enfin, Théo n'a pas trouvé de producteur, a fini par autoproduire L'autre mer. Qu'il y a eu un sacré coup, c'est que il n'a pas pu, enfin bon bref, il n'a pas eu les droits pour utiliser le texte qu'il voulait utiliser dans L'autre mer, donc ce qui jouait qui posait un deuxième problème. Donc ça c'est pour, je dirais, les arrêts successifs du tournage ou les hésitations sur le tournage, et surtout il n'a pu tourner que des scènes. Comment je pourrais les appeler? Des scènes qui n'étaient pas les scènes centrales. Des scènes que j'appellerais périphériques uniquement pour dire que c'était pas là que se jouait l'action, mais qui étaient les scènes au fond essentielles du film malgré tout, puisque c'était avec les dockers, avec les immigrants. Enfin, je veux dire, il a travaillé avec justement ces immigrants et ces réfugiés qui sont extrêmement nombreux à Athènes. Voilà, pour dire en 2 mots. Mais peut-être que les distributeurs de Sophie Dulac pourraient dire à quel moment le choix a été fait par... non ? De la distribution. Moi aussi, le film n'avait pas de producteur français aussi. Donc c'est vrai qu'il n'avait pas une base là et le distributeur... Le courage est silencieux. Bon ben... Moi, je peux peut-être juste rajouter que pour ceux qui ont apprécié le film ou qui veulent revoir ou voir pour la première fois, je sais qu'il y a une projection du Regard d'Ulysse mardi qui vient, donc juste la veille de la sortie de ce film-là, au Grand Action, donc en salle. C'est un sublime film, si vous avez l'occasion d'y aller, foncez-y. C'est vraiment très très beau, et de le voir en salle, c'est vraiment chouette. Voilà. Et puis il faut soutenir le Grand Action aussi. Voilà. Et encore autre Les chose. 2 à la fois. Oui. La statue de Lénine qui descend le Danube. Qui fait son travail. Hein, Ouais, ça c'est bien, ouais. Bon, et moi je voudrais vous remercier aussi. Bonsoir.